Bonsoir à tous et bienvenue après ce formidable documentaire. On va présent essayer d'en débattre. On a des excellents invités, intervenants, des grands professionnels qui vont venir nous en parler. Juste un petit mot peut-être à propos de ces images. Je crois que le documentaire résume très très bien cette chaîne de production, cette chaîne d'images et comment au fond une image prend un sens, devient iconique. Nous sommes tous devenus les spectateurs de Calamité Distante, c'est ce qu'écrivait l'intellectuelle américaine Susan Sontag, et on voit bien que cette image du petit Elan est là pour nous le rappeler, car en fait au moment où on vit cette crise migratoire, maintenant depuis 3 ans ou 4 ans, une des plus importantes de notre histoire, on peut se demander si on est capable à la fois de réagir face à ces images, face à ce flot d'images, mais aussi d'agir. Beaucoup d'images nous ont marqués dans l'histoire, des images parfois chocs, des images historiques, des images preuves, on reparlera de ce mot, de la preuve, des images, comme le dit Fiona Shields, qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage, Fiona Shields, qui est l'éditrice photo du journal Le Guardian, qui entraîne un point de bascule dans notre univers. Pourquoi ? Parce qu'elles sont souvent insupportables, ou plutôt qu'elles témoignent de l'insupportable. Je voudrais vous citer 5 images que vous connaissez et qui ont marqué, mais il y en a bien d'autres, mais j'ai pris 5 images historiques. Il y a eu ces images des camps de concentration, publiées le 7 mai 1945, c'était dans le magazine Life, qui avait été prise par la photographe Margaret Bourke-White. Et le magazine Time avait dit d'ailleurs à propos de ces images, elles fournissent la preuve du dessin meurtrier des camps. Autre image historique, cette fameuse image du Vietnam, de la guerre du Vietnam, qui a été prise en juin 1972, surnommée la petite fille au napalm, prise par le photographe Nick Hutt et qui avait eu un prix Pulitzer. Est-ce que cette image a changé le cours de la guerre ? En tout cas, est-ce que cette image, comment elle a changé l'opinion dans le monde entier ? Une autre image, quelques années plus tard, en 1985, en Colombie, qui montrait l'agonie d'une petite fille en train de mourir dans une coulée de boue. Cette photo a été prise quelques heures avant sa mort. Cette petite fille est restée 2 jours ou 3 jours dans cette coulée de boue et on n'a pas pu la sauver. Cette photo a fait la une de Paris Match, elle a été prise par le photographe français Franck Fournier. Autre image encore, c'est une image qui a beaucoup fait parler d'elle. C'était une image au Soudan en 1993. On l'a surnommée cette image, l'image de l'enfant et le vautour, qui témoignait de cette famine au Soudan, qui était publiée dans le New York Times, qui a eu un prix, qui a été prise par le photographe sud-africain Kevin Carter, qui s'est donné la mort 1 an après cette image, sans qu'il y ait forcément un lien d'ailleurs entre son suicide et le débat. Il y a eu un gros débat à propos de cette image. Autre image, et puis on arrivera très vite au débat, mais une image forte, très forte, c'était cette image du 11 septembre 2001, où on a vu cette image du Falling Man, l'homme qui tombe, qui a été prise par le photographe Richard Roux. Il y a eu un grand débat aux États-Unis et ailleurs pour savoir si cette image était indécente, ou si au fond elle montrait aussi une partie du 11 septembre. Et puis bien sûr, il y a cette photo, cette image qu'on a vue pendant ce documentaire d'Hélène Courdy, 3 ans, retrouvée sur une plage en Turquie. Alors est-ce qu'il fallait la montrer ? Jusqu'où faut-il montrer ces images ? Et c'est cela dont on a parlé avec mes invités. Alors je vais leur proposer de me rejoindre ici sur cette scène. Je demande d'abord à Sharon Slewinski de venir. Sharon est auteure de Human Rights in Camera, qu'elle a publié en 2011. Elle est professeure associée à la Western University au Canada. Vous occupez, si je ne dis pas de bêtises, la chaire Rogers en journalisme et technologie d'information. Venez ici. Bonjour Sharon. Et vous explorez en fait la culture visuelle des droits de l'homme. Et vous avez récemment d'ailleurs participé à un ouvrage qui s'appelle Photography and the Optical Unconscious. Je demande à Michael Neumann de venir.
Bonjour, Michael. Michael est directeur d'études au CRASH. Je vais vous expliquer dans un instant ce que c'est que le CRASH. Le CRASH, depuis 2010, le CRASH est abrité par la Fondation Médecins Sans Frontières. Vous-même, vous êtes un historien de formation, mais vous avez très longtemps, vous êtes engagé dès 1999 chez MSF, Médecins Sans Frontières. Vous avez été très nombreuses fois en mission sur le terrain, dans les Balkans, au Caucase, en Afrique de l'Ouest. Et puis, vous êtes aussi partagé avec des missions au siège, notamment à New York et à Paris. Vous avez co-dirigé l'ouvrage Agir à tout prix, négociation humanitaire, l'expérience du MSF, ça c'était en 2011. Et puis, plus récemment, Secourir sans périr, la sécurité humanitaire à l'ère de la gestion des risques. C'était au CNRS, publié par les éditions du CNRS, et c'est en 2016. Alors le CRASH, c'est le centre de réflexion sur l'action des savoirs humanitaires, abrité donc par la fondation de MSF, une originalité, je crois qu'on peut le dire, dans le monde des ONG. J'appelle le troisième invité, Eba Ali. Eba Ali, bonjour. Asseyez-vous. Vous êtes journaliste canado-égyptienne et vous êtes aujourd'hui directrice de ERI News, qui est l'une des premières sources mondiales d'information de journalistes sur le terrain sur les crises humanitaires. Vous avez passé la dernière décennie à courir d'un conflit à l'autre au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie centrale avant de prendre des fonctions de direction. Vous avez travaillé pour la Canadian Broadcasting Corporation, pour le journal de Christian Science Monitor, pour Bloomberg News, et puis bien sûr pour IRIN. Et vos reportages, vous avez fait des reportages dans tous ces lieux de conflit, en Syrie, en Afghanistan, en Irak, au Tchad ou encore en Libye. Je signale que vous avez récemment produit un TEDx Talk qui est intitulé « Stop Eating Junk News », que je vous conseille à tous de regarder, qui est une sorte à la fois de cri, une alerte, un cri d'alarme, et puis un appel à la responsabilité journalistique. Vous nous en parlerez peut-être tout à l'heure. Je voudrais à présent faire venir notre quatrième invité, Moïse Saman, photographe chez Magnum, lauréat de la bourse Guggenheim, ça c'était en 2015. Alors tout à l'heure, je discutais avec Moïse et j'essayais de lui demander, mais alors comment je vous présente? Et c'est un peu compliqué parce que vous êtes à la fois péruvien, mais vous êtes espagnol, en tout cas vous êtes né à Lima, vous avez été élevé à Barcelone, vous êtes un photographe, j'allais dire de votre temps, parce que vous avez suivi tous ces conflits depuis l'Afghanistan, la Syrie, les printemps arabes. Plus récemment, c'était l'année dernière, vous avez suivi de très près, on verra des images tout à l'heure de l'exil des Rohingyas de la Birmanie vers le Bangladesh. Vous êtes au départ diplômé de sociologie de l'Université d'État de Californie. Pendant tous les débuts des années 2000, de 2000 à 2007, vous avez travaillé pour un quotidien américain, le Newsday, et puis vous êtes aujourd'hui collaborateur régulier à la fois du New York Times. Je signale que vous avez fait cette interview dans le journal que je dirige, le Courrier International, une formidable interview faite par la journaliste Delphine Vaudor, et dans lequel qui est titré « Une photographie est une preuve ». Alors on va peut-être justement en reparler. Vous n'aimez pas l'étiquette de photographe de guerre, vous préférez celle de photographe documentaire. Je continue ce tour du monde, vous vivez en fait à Tokyo, et vous aimez les reportages longs, que ça soit pour le New Yorker ou pour le New York Times Magazine. Voilà, je signale que vous avez sorti en 2016 un livre sur les printemps arabes qui s'appelle Discordia, qui a été publié en anglais, mais je ne pense pas qu'il ait été traduit encore en français. Il faut lancer un appel aux éditeurs. Merci donc à tous d'être là. Tout à l'heure, à la fin de ce débat, évidemment, vous aurez la parole. On attendra vos questions. Et puis, on donnera, pour conclure, tout à la fin de ce débat, la parole à Caroline Recher, on le disait tout à l'heure, qui est conservatrice au musée de l'Élysée à Lausanne et qui viendra nous donner une réflexion sur le temps long, et notamment le temps long de la photographie, puisque on passe, on l'a vu tout à l'heure, de l'instant, de la viralité à des images parfois qui deviennent, pas toutes, iconiques, et des images qui vont rester dans l'histoire. On aura l'occasion à la fois de parler dans ce débat
et puis plus tard. Alors je commence peut-être avec vous, Eva. Je voudrais savoir, ce documentaire, comment vous voyez, je crois qu'il y a une chose qui est très bien expliquée, c'est cet enchaînement. Et on voit bien qu'on part de la viralité, et tout d'un coup, pourquoi cette image devient iconique? Pourquoi finalement l'image qui a eu le prix la même année, 2015, le qu'on a vu tout à l'heure, et qui représente a priori la même chose, qui témoigne de la même détresse humaine, n'a pas le même impact? Qu'est-ce qui fait que cette image-là est devenue iconique selon vous? Merci beaucoup et j'espère que ça ne vous dérange pas que je parle en anglais, comme ça au moins vous allez me comprendre un peu mieux, ou moi je vais m'exprimer un peu mieux. I think the reason, Je pense que la raison, there are a number of reasons why something might go il y a un viral, certain and part of nombre it de raisons à is ce qu'une image the devienne subject of the virale. photo, D'abord, and le that might sujet de la be photo, the color of la the person's skin and the degree to couleur, which le peau de la the personne, readers or audiences can relate et to puis that color of la skin, relation that que country, les that spectateurs peuvent context. établir avec cette And I think image, Peter, le who's a good friend of contexte, mine, et Peter, you know, qui est un très made bon that point very ami, clearly, that when you can m'a see dit clairement, the shoes lorsqu'on and peut voir you've les got that connection chaussures somehow et qu'on as a a parent ce to lien en tant something que that you can parent avec empathize with, quelque it does make a huge chose difference. But I avec think it's lequel on also peut ressentir de sometimes a matter l'empathie. of luck. Mais I parfois, mean, c'est une question de editors chance. Les are faced with so many rédacteurs sont choices on a daily confrontés basis, and avec one day you might have a beaucoup de slow news day détresse et and parfois choose a story for a particular reason, and another day where on a une an equally good histoire story et parfois is on la your même plate, but you've got a histoire, competing story and on you a go une with that one histoire instead. And so en- for me, I en think concurrence, my big donc, takeaway les is choix sont difficiles. not the photo that this film L'image, focused on, c'est but all pas the la other photos photo seulement, mais c'est toutes les photos en général fed the migration narrative in the years qui leading up to alimentent en Ellen quelque Curtis' sorte photo. la narration So sur we at Erin, la you know, we've migration. been following the migration crisis for On long a before even this suivi à latest wave. Irine la And crise a lot de la of the imagery migration that we depuis saw, longtemps, et toutes les before images Ellen que l'on Curtis' voyait photo avant were la photo photos d'Aylan of, étaient young des African images men de climbing jeunes fences, for hommes example. And africains that was qui the grimpaient image sur that des represented barrières. the migration Et ça, crisis, c'était en quelque which gives a sorte very l'image qui different représentait kind of la impression, crise right? One that you should be migratoire. afraid of these people, On that pouvait they're a avoir menace, peur that de they're ces dangerous to gens, society. ils semblaient être And une then menace pour la suddenly Ellen société. Curtis' photo Et tout à coup, comes up, and overnight, sort as cette the film photo, says, et d'un jour à l'autre, comme le dit le film, je me souviens au Daily Mail au Royaume-Uni, un journal de droite, donc a fait des histoires sur le fait que la crise migratoire rendait les choses difficiles pour les touristes anglais en Grèce à cause de tous ces migrants. Donc, et tout à coup, après cette photo, c'était la tragédie de l'histoire d'immigration. Donc, je pense qu'on est arrivé à un point dans le monde où une photo peut nous choquer de façon temporaire, mais ce qui change les règles du jeu, c'est toute une série de photos que l'on va voir. Et la consommation de ces autres photos qui peuvent un petit peu décaler les choses pour un certain temps. Mais est-ce que les Syriens ont un endroit où ils peuvent se rendre? Est-ce que les gens ouvrent leurs portes? Est-ce que les pays partagent la charge, le fardeau de la migration, des immigrants? Il y a tellement de questions, donc les réponses ont été chaque fois différentes. Je me tourne vers Sharon. Sharon, est-ce que au début du reportage, on voit un présentateur de télé qui dit ces images sont difficiles à voir, it's hard to watch, but it should be seen. Est-ce qu'elles sont difficiles à voir, mais il faut les voir? Vous êtes d'accord avec ça? Il faut montrer toutes ces images? Oui. Moi, je trouve qu'elles sont difficiles à voir. Juste de regarder un documentaire, le documentaire que vous avez présenté là ce soir, était difficile pour moi lorsque Peter Booker de Human Rights Watch dit, voilà, ça m'a flanqué un coup à l'estomac. Donc, je pense que c'est des images qui vous touchent. Mais la question intéressante, c'est de savoir, et le film a très bien montré cela, comment les images se diffusent. Donc, quand on a montré cette information-là sur la circulation de l'image, et la question de la circulation des images est très intéressante, parce que ça crée l'idée qu'il y a un alignement de tous les témoins ou une communauté. Et c'est là que les droits de l'homme sont faits, sont fabriqués. Donc c'est tout un ensemble d'idées qui font partie de la condition humaine et que tout le monde partage.
images et ça fait partie de la dignité humaine. Donc, cette photographie déclenche un engagement et touche les événements pour lesquels les spectateurs se sentent concernés. Donc, il y a un certain nombre d'idées qui sont très importantes. Au niveau du changement politique de base, je ne sais pas si pour vous, après avoir vu ce documentaire, j'en sais pas plus sur l'histoire d'Alan Kurdi. Je ne sais pas qu'il a quitté Aylan. Il est parti de Turquie, il a échoué de nouveau sur la plage. On ne sait pas, je suis canadien, c'est un peu on parle aussi du Canada. On oublie que sa famille au Canada voulait que sa famille vienne au Canada, mais le gouvernement turc leur a refusé un visa de sortie. On n'a pas appris ça dans le film, c'est la photo qui nous a donné ce renseignement. Donc il y a un niveau des droits de l'homme et nous avons du temps à réfléchir sur les droits de l'homme avec l'abolition de l'esclavage, toutes ces choses qui ont mis un siècle, il y a plus de 100 ans que ça a mis, il y a eu plus d'un siècle de plaidoyer pour arriver à ce changement. Donc l'émigration pour qu'il y ait un changement par rapport à cette migration de masse, ça va prendre du temps, mais c'est intéressant que ces images qui créent des sentiments à l'intérieur de nous, une catégorie dont Hannah Arendt aurait dit que c'était le spectateur du monde, l'être humain en tant que sujet mérite une dimension de dignité. Et ça, c'est un idéal. Et ces images peuvent créer cette idée en la faisant circuler. Mais je voudrais demander à Moïse deux choses. D'abord, est-ce que vous auriez pris cette photo? Et puis, ensuite, comment vous analysez, on voit bien dans le documentaire, cette chaîne de transmission? Qu'est-ce qui a changé en l'espace de 15 ans? Qu'est-ce qui donne cette viralité? Et est-ce que cette viralité par les réseaux sociaux change l'impact des photos? C'est une question assez complexe et je félicite la réalisatrice, je pense que c'est une femme, qui a fait un travail formidable à traiter d'un sujet aussi complexe. Je pense que l'histoire la question des images virales, bien sûr, elle provoque une réaction chez les gens. Et puis, ça peut peut-être pousser les gens à lever des fonds pour aider. Mais toutefois, je pense c'est inhérent à ce genre d'image. Il y a un manque de contexte. Et ça, c'est très, très important. Pour moi, personnellement, je vois mon rôle en tant que photographe non pour capturer une seule image qui va devenir virale, mais je considère mon rôle comme quelqu'un qui doit fournir un contexte. Il y a de la place pour les deux choses, mais je pense que si par hasard je me trouvais dans cette situation, instinctivement, oui, j'aurais pris cette photo, bien sûr. Néanmoins, comme je l'ai dit, moi, j'aime mieux des histoires sur le temps, sur la durée, avec beaucoup d'images. Parce qu'une image, c'est une approche très simpliste, à mon avis. On verra tout à l'heure certaines de vos photos et on va vous les faire commenter. Mais si on s'interroge donc sur l'impact de ces photos, on le voit dans le documentaire, il y a eu une prise de conscience immédiate, il y a eu des déclarations politiques. Mais au fond, cette photo, qu'est-ce qu'elle a changé, Michael Neumann? Bonsoir. Le film, il résume quand même de manière très très efficace la fonction politique des images et le fait qu'on ne peut pas confondre la carte et le territoire. Je pense que la première chose qu'on fait quand on voit une image, c'est de la réfléchir et de voir un peu dans quel contexte elle est prise et quelle peut être son utilisation. Et alors là, on a une image particulièrement, je dirais, paradigmatique, un exemple très fort, mais qui ne doit pas nous faire oublier que cette réflexion que nous offre ce documentaire, elle doit être conduite pour l'ensemble des images qui nous sont fournies à la fois par les agences de presse, mais y compris
par les organisations humanitaires, par exemple, puisque c'est de cette perspective-là que je vous parle. Alors, pour répondre à la question, le documentaire le dit un peu, elle a ouvert une parenthèse qui s'est refermée très vite. Le discours de Cameron là-dessus est très exemplaire. On a eu dans les discours une ouverture de la politique et de la discussion sur l'accueil des réfugiés qui s'est refermée très vite. Le documentaire dit un petit peu également, mais de manière très allusive, que ça fait des mois que des images de naufrages en Méditerranée et de colonnes de réfugiés traversant les Balkans étaient diffusées dans les médias sans provoquer la moindre once de changement politique, si ce n'est en avril de cette même année 2015, où 2 naufrages ayant causé la mort de 800 personnes a ouvert la voie à, je dirais, la réouverture d'une discussion sur le sauvetage en mer qui s'est là encore refermé de manière très rapide. Alors, peut-être juste un point ou deux, parce que je voudrais peut-être dire un mot sur ce que ne dit pas ce film à la suite de Sharon. D'abord, le fait qu'il semble bien que les images n'appartiennent plus à leur objet, aux personnes. Je pense que c'est une question que j'aimerais discuter à l'occasion de notre Qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes? C'est que on vit dans une époque de droit à l'image où on est censé demander la permission à quiconque pour être pris en photo. Et évidemment, là, cette discussion disparaît. Elle disparaît également dans la manière avec laquelle MSF diffuse abondamment des photos de sauvetage en mer qui finissent par se ressembler toutes. Et donc, c'est une question. Comment on gère aujourd'hui cette question du droit à l'image et de l'appartenance? C'est une question juridique. C'est une question juridique. C'est simplement ou bête. Ce serait bêtement une question juridique. C'est une question pour nous aussi, pour les spectateurs, pour ceux qui regardent les images. Là, la discussion est amorcée à travers l'œil du père d'Aylan Kurdi, mais dans le cadre de nos naufragés de Méditerranée, dans le cadre de nos réfugiés dans les camps du nord de la France, qu'est-ce qui reste de la volonté de ces gens d'être mis en scène? Et ça, c'est évidemment une question sur laquelle j'ai une opinion, mais je pense qu'il faudrait qu'on y revienne un petit peu. Autre chose, et je vais vraiment m'arrêter là, pour vous dire que les humanitaires utilisent évidemment ce genre d'images, les utilisent dans leur communication, mais ça aussi j'y reviendrai, mais les utilisent comme déclencheurs de leurs interventions. Et donc ça marche d'une certaine manière. Alors on n'a pas, nous à MSF, décidé d'intervenir sur la crise migratoire en lien avec la photo d'Aylan Kurdi, mais on a bien décidé d'intervenir du fait de la production d'images, du fait qu'on était finalement placé face à un impératif à agir. Il y a un do something. On ne peut pas assister comme ça, visuellement, au défilé de milliers de gens en Europe, à ces images de camps au nord de la France ou au naufrage en Méditerranée sans rien faire. Quand vous dites on utilise ces images pour agir, vous voulez dire quoi? C'est pour lever des fonds? C'est pour convaincre les politiques qu'il faut agir? C'est dans quel but? Non, on les utilise pour décider d'une intervention. Je pense qu'en termes finalement de décisions liées à l'allocation des ressources et de l'énergie, ce type d'image a une utilité pour les organisations elles-mêmes. Elles permettent de déclencher une intervention. Une image de tremblement de terre permet d'appuyer sur un bouton qui va, décider de l'allocation de ressources. Ça fait aussi partie du paysage. Et donc, les organisations comme la mienne sont productrices d'images, on y reviendra, mais elles sont aussi utilisatrices, je dirais un petit peu à leur corps défendant, de ce type d'images, puisqu'elles en sont de la même manière que nous tous ici, des récipiendaires. Merci. Et peut-être un mot, parce que vous avez aussi un peu travaillé sur... vous avez regardé cette image, quel impact elle a eu. Est-ce qu'on peut calculer, ça se regarde, ça se mesure, l'impact notamment sur les opinions publiques? On a fait une étude, nous, sur le cas de Aylan Kurdi en particulier, comment la publication de sa photo a affecté the sentiment of media coverage
Et c'était pour voir le sentiment de la couverture médiatique. Et c'était en Angleterre en particulier, et ça a montré, comme j'ai dit un peu au début, qu'une couverture médiatique était très négative en sentiment envers les migrants et les réfugiés, suite à cette photo, devenu très positif. Mais vous demandez, et puis quoi? Qu'est-ce que ça a changé? Et je pense que pour moi, le défi, c'est que ce n'est pas assez de choquer les gens maintenant. Et le monde a été habitué à être choqué par des photos. Alors, ce qui manque, de mon avis, et Moïse l'a dit, c'est le contexte, c'est la compréhension, et c'est ça qu'on essaie de faire chez nous à IRIN. Il faut, pour vraiment changer les choses, il faut que les gens comprennent ces situations assez complexes, qu'ils ont un contexte, qu'ils peuvent développer une empathie. Empathy, c'est pas empathie en français, je pense. Empathie, mais en même temps, on voit bien la contradiction qu'il peut y avoir. On voit l'impact et l'émotion que suscite une image. Et là, vous nous parlez de contexte et aussi de complexité. Et on voit que les deux sont parfois difficiles à marier ensemble. Est-ce que l'un peut servir l'autre ? Je pense que l'empathie peut être une entrée à une capacité à vouloir comprendre quelque chose en plus de profondeur. Alors si moi je me sens un peu liée à cette question, je vais vouloir m'informer un peu plus. Alors c'est un outil qui est important, mais je pense que c'est très différent que le choc. Instead of trying to shock people into waking up, what we're trying to do is to say, here's why this is worth you spending the time to understand it. There's layers of complexity. And as Sharon said, that photo has a whole story behind it that isn't explained by that photo. But if that photo can be an entry point into you wanting to understand the migration crisis more carefully, then I think audiences are more sophisticated today than they used to be. And we need to go beyond just the shock and awe. Un petit mot. Si vous permettez que j'ajoute juste une chose, la contradiction est un reflet de la réalité, surtout dans des situations de conflit. Et d'une certaine façon, il faut en quelque sorte travailler avec cette contradiction et la prendre en compte. En Occident, on pense que tout est noir ou blanc et que tout est bon ou mauvais, mais ça ne s'applique pas à beaucoup de situations. Et moi, en tant que photographe, je dois vraiment faire en sorte d'être conscient de cela et de tenir compte de tous ces murs de séparation et éviter de tomber dans des réponses trop faciles. C'est la vie. La vie est pleine de contradictions. Et il faut essayer de s'y retrouver et de louvoyer dedans. Gardez le micro, Moïse, parce que justement, on va arriver maintenant au moment, on va passer 10 minutes avec vous, puis on va reprendre ce débat en l'élargissant, mais je voudrais qu'on va profiter du fait que vous soyez avec nous, grands professionnels, grands photographes, et on a besoin que vous nous expliquiez. Alors, je vais d'abord vous poser quelques questions, puis on va regarder des images qu'on a choisies ensemble. Ce sont vos images, et vous allez aussi nous les commenter. Tout d'abord, je voudrais savoir, quand est-ce que, si on revient un peu à vos débuts, quand est-ce que vous avez su que vous alliez devenir photographe reporter? Est-ce que dès le départ, quand vous avez commencé dans ce métier, vous êtes fixé un but? Est-ce que vous aviez un objectif? Oui. Je voulais faire quelque chose dans ma vie et rendre ma mère fière de moi. Mais je pense que j'avais 20 ans lorsque j'ai commencé à faire de la photo. Et j'étais naïve, je l'aurais su rester. Mais il y avait une sorte d'idéalisme à l'époque qui était allié à la curiosité et à l'envie d'en savoir plus sur moi-même
Et donc, j'ai décidé de me lancer dans la carrière de photographe. Mais au cours du temps, je me suis pas retrouvé moi-même, et même en couvrant des conflits que je couvrais il y a déjà 15 ans. Vous pensez à l'Irak? On ne peut pas faire grand-chose dans votre travail. Oui, je pense à l'Irak, l'Afghanistan, le Moyen-Orient de façon générale. En d'autres termes, vous partez d'un idéalisme à réaliser à ce qu'est votre honneur en tant que photographe et surtout comment on peut être efficace dans son rôle de photographe. Et mon rôle, là où je peux être le plus efficace, c'est d'approfondir les histoires et d'essayer de comprendre mieux les contextes et de pousser le spectateur à se questionner plus. Il s'agit plutôt d'un échange. Deuxième question, difficile. Est-ce qu'il y a des photos que vous avez prises et que vous regrettez d'avoir prises ou que vous regrettez de voir aujourd'hui circuler? Non, il y a beaucoup de photos que j'aurais volontiers prises, mais que je n'ai pas pu pour différentes raisons. Mais il y a des photos que j'ai prises qui ont été mal interprétées. Ça aussi, c'est toujours quelque chose qui est décevant. Mais non, je n'ai pas de regrets jusqu'à présent. Est-ce que vous-même, vous êtes fixé un jour une sorte de ligne rouge? Est-ce que vous êtes dit, il y a des critères qui font que dans telle ou telle situation, vous n'appuierez pas sur votre appareil, sur votre déclencheur? Bien sûr, il y a des limites évidentes, des choses qui font l'objet d'un consensus, d'acceptation. Dans beaucoup d'endroits, je n'étais pas bienvenue et le sujet ne voulait pas être photographié ou bien être interviewé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut respecter, à l'évidence. Mais lorsque ces limites sont un petit peu épineuses et difficiles, et il y a cette dynamique qui est inhérente à une relation entre le photographe, le journaliste et le sujet, surtout dans des situations très vulnérables. Alors, par cette dynamique des forces, en tant que journaliste, nous avons accès à une plateforme étonnante pour faire sortir l'histoire. Mais en même temps, nous avons un immense pouvoir de façonner le récit en tant que journaliste et photographe. Donc c'est une lourde responsabilité pour nous. Et je pense que dans mon cas, je ne cesse de me rappeler cette responsabilité. Est-ce que je suis à la hauteur en traitant l'histoire sur laquelle je travaille ou le projet sur lequel je travaille avec sensibilité, en la situant dans son contexte, car pour moi, la ligne rouge serait, d'une certaine façon, de prendre avantage des souffrances de quelqu'un d'autre juste pour le bien de l'histoire ou pour faire une photo qui ferait la une des journaux. Je disais tout à l'heure, Michael Neumann, ces images, elles vous appartiennent? Elles appartiennent aux personnes que vous photographiez? À qui appartiennent-elles, ces images? Légalement, il y a le copyright, il y a toute cette dimension de droit d'auteur, et cela appartient au photographe. Mais toutefois, lorsque vous publiez une image, je ne sais pas, je ne pense pas vraiment en termes de propriété. Je pense plutôt en termes si elles servent à un but, si elles peuvent engager des gens à faire quelque chose. Alors, ce n'est plus une question de propriété. La sensibilité. Vous avez pris des milliers de photos dans des conflits, des photos extrêmement dures. On en verra peut-être tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que, au bout d'un certain temps, un photographe
deviennent d'une certaine façon insensibles à la violence qui peut être montrée dans ces photos. Oui, je pense que c'est une possibilité, surtout avec le photographe qui va d'un conflit à l'autre. Je pense que par nature, on peut être désensibilisé et perdre un peu aussi la perspective ou le recul parce qu'on est détaché de la réalité. Et c'est pourquoi, même si j'ai commencé comme en tant que photographe de journal, donc reporter, j'allais d'une histoire à l'autre et je me suis rendu compte à un moment donné que ce n'était pas quelque chose qui me permettait de grandir et qui m'intéressait. Et c'est pourquoi j'ai compris que mon rôle était de travailler sur des projets plus prolongés pour être plus efficace et à retourner sur des lieux, pas seulement pour voir la violence, parce que parfois on pense que dans ces lieux il y a la violence 24 heures sur 24, mais lorsque l'on passe du temps et lorsqu'on voit le quotidien de ces gens, et ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à comprendre pour le public, parce qu'on voit que ce sont des gens normaux qui passent par des moments difficiles de leur vie, qui sont exposés aux violences, mais ce n'est pas simplement toujours le cas. Attendez, on va faire un autre petit exercice. Vous êtes photographe, donc on a décidé qu'on allait montrer des photos. Vos photos, on a sélectionné ensemble 6 photographies, dont plutôt 5 et puis une toute petite vidéo. Ce que je vous propose, c'est qu'on les regarde et on les commente. Et si vous voulez intervenir dessus, vous allez voir et vous allez nous expliquer chaque fois d'une façon en réponse. Je vous demande des réponses très brèves, mais dans quel contexte vous avez pu prendre cette photo. Et puis ensuite, on peut réagir. Le premier, on regarde. Donc, je crois que c'est une vidéo sur les Rohingyas. I think it's a short clip of recent work on the Rohingya crisis, and then a few pictures. Alors on regarde ça. Donc on voit là des Rohingyas qui fuient la Birmanie, cette région du nord-ouest de Birmanie vers le Bangladesh.
très rapidement, vous pouvez nous dire dans quelles conditions vous avez pris cette vidéo? Donc je constate que vous faites aussi des vidéos. Yeah. Yes. Oui. This was actually a collaboration with C'était une MSF, collaboration avec MSF. Where, we worked on an dans arrangement laquelle nous avons where they were sort of facilitate access as much eu as un they arrangement were et able nous ont to, facilité l'accès and autant then qu'ils sort of pouvaient. able to do, Et ainsi, to find the stories j'ai myself and to then pu place them trouver une editorially in histoire magazines. et la This placer ended dans up des being published in the rédactions. New Yorker, on Et their ça a été website, publié dans le along website, with, le site web du pictures New that I took as Yorker well. avec d'autres photos que j'avais prises. And, you know, as you could see, Et comme vous pouvez le voir, I shot vous avez this pu le video voir, at the precise moment, j'ai at the montré entry cette point where these, vidéo refugees lorsque had ces crossed the border réfugiés over the river traversent from la Myanmar into frontière Bangladesh. entre le Myanmar et le Bangladesh getting to that par spot cette was rivière. sort of difficult Et because, c'était you know, difficile these d'arriver crossings sort of jusque-là happen, parce que to ces some degree traversées secretly, se and font you don't really plus know ou moins specifically secrètement where, et on ne so sait pas où it took a ils lot se of sort of feront. waiting around Donc on a and dû beaucoup asking the local people as attendre, well demander aux to, gens you know, for du information of cru where pour they des thought people were informations, crossing that day. de savoir But où the les gens influx allaient was, traverser. so sort of huge Mais that, il y avait un flux tellement you know, this was énorme happening simultaneously along et many ça different places along the se border. passait de façon On va continuer simultanée avec à différents nos endroits de la autres images. frontière. Peut-être quand même, Michael Neumann, vous pouvez réagir. Vous nous disiez tout à l'heure que vous-même vous aidez à produire des images. Oui, alors, je ne vais pas rentrer dans la mécanique en détail. On produit effectivement des images parce qu'on a d'abord une unité de production d'images et puis aussi parce qu'on est régulièrement en appui aux photographes, aux documentaristes qui veulent aller sur des crises pour les documenter. Alors, la première raison de ça, c'est que les photographes et les documentaristes ont de plus en plus de mal à trouver du travail par les chemins traditionnels, en tout cas les agences de presse par exemple. Et donc on fait œuvre de faciliter ce travail. La deuxième chose, c'est, et ça permet de faire la transition avec Aylan, pourquoi est-ce qu'il y avait tant d'images de la crise des migrants en 2015? C'est que c'était facile, c'est pas loin. Donc, des milliers d'images, aller en Grèce, aller en Turquie, aller en Serbie ou à Calais, c'était pas très compliqué. Aller au Yémen aujourd'hui, aller au Bangladesh au moment où on filme les gens en train de fuir la région, aller en Somalie, aller à Mossoul, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on se retrouve dans des coopérations à angle variable, évidemment, avec les producteurs d'images. Mais ce que ça raconte aussi là, c'est que pour éviter une espèce de numbing effect des images qui se multiplient les unes et les unes et les unes et les autres, et enfin, je crois que c'est un mot qu'on prête à Staline, mais un mort c'est une tragédie et 1 million c'est une statistique. Et donc le nombre de crises et de gens concernés s'efface finalement et ne donne plus corps à la réalité. Donc il faut y retourner à l'individu. Et retourner à l'individu, c'est du coup plonger avec les gens, au sens littéral du terme. Et puis c'est aussi peut-être leur donner la parole, quoi, hein, et donc trouver d'autres moyens de les faire participer eux-mêmes à la narration de leur situation. À l'exemple de ce qu'a fait par exemple une organisation qui s'appelle Jungle Eye, qui a donné des appareils photo à des réfugiés en Grèce, à Calais, pour qu'eux-mêmes contribuent à la documentation de leur situation. Et donc pas leur détresse, hein, parce qu'on ne peut pas réduire ces gens à des victimes, mais en tout cas leur restituer un rôle d'acteur, et donc la question pour le coup du droit à l'image se pose de façon évidemment très très différente. On poursuit une image maintenant de Libye, elle date du printemps dernier. On a beaucoup parlé de cette situation au printemps dernier, vous nous la commentez dès qu'elle arrive. You know, this is it's an, you know, picture of another of the thousands of une bodies that were image washing up, d'un des in the milliers de Mediterranean. corps This qui happened to be, échouaient en Méditerranée. right on the Libyan coast, Ça, c'était so sur la this côte boat didn't get libyenne. too far, you know, Donc ce but there were bateau like n'a dozens pas of people été that trop was loin, mais il y on the a shore. des And milliers this de personnes picture, qui ont I actually, qui ont échoué sur les it's a plages. picture of- Et cette image est folder celle that I
C'est disons, un dossier que j'avais pris à la Croix-Rouge à Tripoli, et il y avait tous ces corps non identifiés, et il y avait des centaines d'images de ce genre, et ils n'avaient aucune information sur l'identité de ces personnes et leur origine. Et malheureusement, sans vraiment moyen aussi de faire des recherches pour essayer de trouver les familles de ces personnes. Et pour moi, il m'importait de montrer ces images. Et il y en a une autre qui vient tout après. Oui. Là aussi, c'est en Libye, à Tripoli, et c'est les gens qui vont monter à bord de ces bateaux. Ce sont de jeunes hommes et femmes qui ont décidé de mettre en danger leur vie pour essayer d'arriver en Europe et prendre un nouveau départ. Le problème est que il y a une dynamique perverse. Je n'ai pas envie d'entrer sur le terrain politique, mais l'Europe et ses politiques par rapport à la crise migratoire alimentent ces centres de détention en Libye, où en quelque sorte on délocalise le contrôle des mers et on confie cela à différentes milices. On leur permet pas d'aller en Europe et ensuite on les met dans ces centres terribles, dans des conditions sanitaires horribles, ces centres de détention. Donc, il n'y a pas d'accès à des douches, à des toilettes. Les gens devaient faire pipi dans des bouteilles. Enfin, des conditions sanitaires absolument épouvantables. Et certaines personnes ont été détenues pendant des mois. Et différentes organisations comme l'OIM ou bien d'autres ont essayé de les rapatrier dans leur pays d'origine. Mais c'est ce cycle. On envoie les gens en mer, ensuite on les arrête. Et c'est, à mon avis, un cycle pervers. Ils ont été publiés, ont effectivement créé un scandale et mis en cause cette politique européenne, et en particulier, il s'agit je crois que c'est surtout les Italiens qui travaillaient en Libye, mais c'est une politique européenne d'externalisation de la question migratoire. Vous vouliez réagir, Eva? Je voulais juste dire, lorsque l'on regarde cette photo, il est important de montrer une série de photos. Cette photo est très brute et très réelle et elle vous montre les conditions horribles dans lesquelles ils vivent. Mais ça ressemble à une prison. Il y a des choses qu'inconsciemment on peut retenir. Je ne sais pas si c'était l'intention, qui donne l'impression que c'est une jungle criminelle. Donc, il y a des fils de narration qui arrivent en même temps que cette photo. Et ce type de photos qui sont absolument nécessaires pour décrire une réalité, mais il faut aussi les montrer des photos qui humanisent ces gens en tant qu'individus. Donc, on a fait une série les êtres humains de Syrie. C'était un concept. Donc, on faisait des photos des réfugiés syriens et on a donné leur biographie. L'un était un chirurgien, l'autre était un ingénieur, l'autre était... Ça nous permettait de les connaître en tant qu'individus. Pour compléter un tableau plus large sur la migration. Et je pense que c'est un rôle important que les médias ont à jouer. Ils sont responsables lorsqu'ils présentent des images. Quelles sont les images qu'ils vont présenter, combinées avec quelles autres images ou quels récits. Moi, j'étais frappée par la femme dans le film qui disait « On ne veut pas montrer des corps en décomposition sur les côtes libyennes parce que les gens ne veulent pas voir ça. » Si c'est trop choquant, elle ne va pas vendre son journal, et si ce n'est pas assez choquant, elle ne va pas en vendre assez non plus. Donc c'est vraiment sur le fil du rasoir. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire?
Qu'est-ce qu'elle doit faire, l'éditrice? Parce que vous nous dites, elle vend ses journaux, et donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Il y a toute une discussion autour des médias et des pressions financières qu'ils subissent, et puis le déclin en qualité du journalisme que l'on constate aujourd'hui. Beaucoup essayent de remplir les failles, les lacunes laissées par les médias commerciaux, mais il faut se poser la question, est-ce que c'est dans l'intérêt du public ou bien est-ce que ça va choquer mes lecteurs? Il faut plutôt se poser, est-ce que c'est dans l'intérêt du public? Nous devions prendre des décisions de ce genre, mais nous avons publié ces photos parce que nous pensions que c'était une contribution importante à la discussion. Donc, il y a une politisation de beaucoup de choses dans cette discussion. Sur ce point, sur la politisation des photos. Il y avait tellement de choses qui ont passé et je voulais toujours intervenir, mais j'aimerais reprendre une chose que Moïse, la question de la propriété de l'image, parce que c'est une question intéressante, cette question de l'image. On parle de quoi? On parle du photographe qui ne va jamais céder son droit d'auteur, et puis on parle de la publication dans laquelle on les publie, ou bien est-ce qu'on parle de l'image de la personne? Et lorsque l'on parle des droits de l'homme, on parle de l'idée d'un être humain. Et c'est un droit ici, c'est un droit inaliénable. Il faut penser aux images. Et vous avez fait il y a un grand travail a été fait. On a vu le père d'Aylan, la façon dont l'image a circulé, c'était une façon de lui rappeler toujours la mémoire de son fils. Et en quelque sorte, l'image de son fils se résume à cette image gelée. Donc on revient aux images que l'on garde à l'esprit. Il y a une certaine indignité à utiliser certaines images. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on peut discuter pendant très longtemps, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette photo-là, on la publie ou on ne la publie pas? Parce que c'est ça la question à la fin. Qu'est-ce qui doit être fait pour qui? Elle est prise par une agence de presse. Elle circule d'abord via les réseaux sociaux, très vite. On le voit. Qu'est-ce que font ensuite les journaux? Je pense que le rôle des journaux, si on parle du journalisme conventionnel, c'est dans l'intérêt du public. Donc, il faut penser à l'intérêt du public. Mais John Berger, qui est un critique de photos, il faut penser aux images et l'utilisation qu'on en fait pour toute la famille humaine. Comment est-ce qu'on utilise notre propre image? Vous êtes prudent par rapport à l'image qui circule, vous essayez de la situer dans un contexte, vous êtes prudent dans la façon dont on les utilise. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire avec n'importe quelle image? Si on croit qu'on appartient tous à la même famille humaine, et si certains ne sont pas considérés comme des humains, alors on peut la faire circuler comme autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui se produit souvent. Vous voulez rajouter un petit mot, Michael? En fait, très rapide, je pense que de fait, les corps ne s'appartiennent plus entièrement. Et il y a bien une tension entre l'utilité sociale et politique de la photo et le droit de fait négociable de la personne que nous avons en face. Donc cette tension, il ne faut pas la cacher, il ne faut pas prétendre qu'elle se résout de manière facile, automatique, certainement pas à coup de copyright, en tout cas ça c'est bien clair. Mais accepter qu'elle fasse partie de la discussion, non pas photo par photo, mais dans le cadre d'un débat finalement un petit peu général sur l'utilisation qui est faite de ces Tout à l'heure, vous nous avez dit, alors là on parle des photos qui existent, et vous avez très bien fait de nous préciser qu'il y a des photos qui n'existent pas, parce que, et là je me tourne aussi vers Moïse, mais il y a des endroits où les photographes n'ont pas accès ou un accès très difficile. Donc il y a presque des trous noirs dans la planète où on a des situations qui ne sont pas suffisamment éclairées, en tout cas photographiées. Est-ce que c'est le cas, Moïse Saman, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de trous noirs un peu dans certains endroits de la planète où on ne voit pas les choses?
Il n'en reste plus beaucoup. Je pense que même dans les sociétés les plus, disons, contrôlées, ils contrôlent les messages également, les informations. Mais il y a toujours un message qui est adressé au reste du monde. Et je pense qu'une fois de plus, pour nous, en tant que photographes, notre rôle consiste à essayer de revenir sur ces lieux, même si on travaille dans des règles très strictes et étroites. Et si vous y revenez suffisamment souvent, vous arrivez peut-être à lire entre les lignes. Et je pense à une époque, par exemple, où la seule façon d'atteindre certaines provinces en Afghanistan ou en Irak était d'être accompagné par l'armée de l'ONU. Et évidemment, on ne voit qu'un côté de l'histoire, puisqu'on est avec un groupe ou avec l'autre. Mais néanmoins, on peut aussi utiliser cette forme d'accès, même s'il est très limité, pour essayer de comprendre le paysage de cet endroit, ou bien de toutes les dynamiques qui sont à l'œuvre entre les gens qui vivent là-bas. Donc, cela nécessite qu'on y retourne à plusieurs reprises, parce que si on n'y va qu'une seule fois, on ne voit que ce qu'ils veulent bien vous montrer. On va poursuivre les photos. Photo suivante, vous nous la commentez. Yeah, this is from my ongoing body of work on Iraq. This is lorsque je travaille en Irak, c'est un travail qui est en cours au nord de l'Irak. Ce sont des femmes. 2014, yes. Yes. Oui, 2014. And these women, this area. C'était au sommet d'une montagne et cette zone était entourée par Daesh. Et la seule façon de faire sortir les gens de là était par par voie aérienne. Des hélicoptères venaient pour essayer de sauver ces gens. Et voilà, il y avait des missions de secours. Et j'ai pris une photo de ces femmes qui attendaient d'être sauvées. Ça fait partie aussi d'un travail de longue haleine. Photo suivante. This is also a picture that, to me has more symbolism than the picture itself. Plus symbolique. And this is a picture of a victim of Turkish bombing des bombardements turcs au sud-est de la Turquie et le massacre qui s'est produit en 2011 dans une zone kurde avec beaucoup d'activités de milices kurdes avec le PKK, donc c'est quelque chose qui a été qui était constamment en guerre, plus ou moins intense. Et moi, j'ai travaillé dans le sud-est de la Turquie pendant un certain temps, et c'est une histoire de l'une des victimes de ces bombardements. Je l'ai prise au cimetière où il est enterré, et cette image, au cours des années, avec son exposition aux éléments, ça a donné cet effet sur son visage. Mais ça fait partie d'un travail de longue haleine aussi. Dernière photo qui date d'il y a un an. Voilà, ça aussi c'est une photo de Mossoul, l'évacuation des civils d'une des zones qui était en train d'être bombardée et occupée par Daesh. Une fois de plus, c'est l'une de ces images qui, pour moi, a pour but de toucher le spectateur. Et je pense que telles images sont beaucoup plus efficaces que celles que l'on voit dans les journaux, qui sont peut-être plus directes et plus concentré sur un personnage ou sur une scène très dramatique. Ça reste une scène dramatique, mais il y a une certaine distance par rapport à elle, et l'utilisation du paysage apporte une autre dimension à l'image. Et
permet d'avoir un côté plus intéressant pour le spectateur, pour qu'il s'engage aussi. Vous continuez à travailler en Irak? Vous y étiez quand récemment? I was just there last week. I came to the festival directly. Et la semaine passée en Irak, je suis revenu du festival d'Irak directement. Donc c'est un plaisir d'être parmi vous. Qu'est-ce que vous photographiez en Irak? It's complicated. I mean, it's a very sort of long-term project. Il s'agit d'un projet à long terme. J'ai commencé à travailler en Irak avant l'invasion en 2003 et au cours des années, j'ai rassemblé pas mal de matériel que j'essaye de mettre dans un livre. Pour moi, l'Irak représente, en tout cas pour ma génération, l'un des conflits les plus importants, comme l'était la guerre au Vietnam dans les années 60. Pour moi, c'est le conflit qui, jusqu'à présent, continue à avoir énormément de répercussions sur la politique des États-Unis, la politique européenne. Et moi, je m'y engage aussi. Il y a cette dimension personnelle, puisque je suis mariée à une femme kurde irakienne. Et donc, il y a évidemment cet aspect personnel qui joue un rôle aussi. J'ai une question qui s'adresse à vous tous. Peut-être que vous pouvez commencer. Il y a tout ce débat autour de la manipulation des photos. Un débat de plus en plus qui a pris de l'importance, notamment avec ce qu'on a pu voir en Syrie ou en Irak, l'utilisation des photos. Tout à l'heure, vous nous disiez vous-même, c'est clair que quand on va là-bas, on est d'un côté. Est-ce que vous avez eu, vous, le sentiment à un moment ou à un autre de vous faire manipuler? Parce que jusqu'à un certain point, au début en Irak, au début de l'invasion, oui, il y avait des moments, comme je l'ai dit tout à l'heure, où il était impossible d'atteindre certaines zones si vous n'étiez pas d'un côté ou de l'autre. Et il en va de même dans beaucoup d'autres conflits. Par définition, vous êtes exposé à un aspect de l'histoire, parce que c'est ce côté-là ou cette faction, cette partie qui est au combat qui va vous autoriser à accéder au lieu. Mais si vous êtes persévérant et si vous arrivez un petit peu à lire entre des lignes, peu à peu, vous pouvez en quelque sorte effeuiller cet aspect unilatéral de l'histoire. Et pour moi, cette question de contexte est vraiment la chose la plus importante. Car souvent, lorsque vous voyagez avec ces groupes, vous ne voyez rien qu'il vaut la peine ou bien qui pourrait ajouter un élément à la discussion. Et pour moi, il est important d'ajouter quelque chose de nouveau à la discussion. Et c'est pourquoi je préfère les projets à long terme que juste une image, une photo. Sharon, est-ce que vous pensez que sur des photos telles que celles qu'on vient de voir, ce type de photos qui sont des photos extrêmement fortes, il y a un risque de manipulation qui est de plus en plus important? Est-ce que ce risque s'accroît? Est-ce que vous voulez, du point de vue de l'historienne du visuel, non, il y a eu beaucoup de fausses nouvelles et on pourrait dire beaucoup de choses à ce sujet. Mais si on revient au début de la photographie, et on peut parler de la manipulation des images à partir de 1939, je ne pense pas que ça augmente. On revient toujours à cette question du contexte, toujours et toujours. La fidélité à une histoire, raconter la vérité sur une histoire. Je pense que les choses sont plus complexes maintenant parce que le journalisme de terrain a beaucoup changé au cours de ces dernières 5 années. Il y a beaucoup de questions qui sont posées à propos des sources et comment vérifier. Je pense que c'était Médecins sans frontières qui a organisé ou une discussion sur la façon comment est-ce qu'on peut déterminer de façon numérique la source des images, qui devient une question de plus en plus importante. Mais il y aura toujours des manipulations. C'est un fait. On va bientôt vous passer la parole. Peut-être un point, on a vu ces images donc, sur les plages de Turquie, du petit Eliane. On a tous en tête ce qui s'est passé à Alep il y a maintenant un an et demi. On vient de voir tout récemment des images de la Ghouta qui sont très fortes et on a l'impression, Michael Neumann,
que ces images se succèdent. Je ne sais plus qui d'entre vous utilisait cette expression, quoi, qu'elles se succèdent. Est-ce qu'on ne réagit plus à ces images, ou en tout cas elles sont sans conséquence finalement sur l'action politique? De fait, elles sont sans conséquence sur l'action politique, mais c'est pas la responsabilité des images de ne pas avoir de conséquences sur l'action politique. La configuration politique aujourd'hui sur la Syrie explique à elle seule la situation dans laquelle on est. Ça n'est donc pas une raison pour faire de la question des images un élément central du débat politique autour de la Syrie, ce qui semble effectivement avoir été le cas un petit peu, notamment en France, autour de faut-il ou pas montrer des images de la Ghouta, la crainte de la manipulation, etc. Je rappelle, parce que Moses parlait de la guerre en Irak de 2003, c'est quand même, cette histoire commence par une des plus grandes manipulations d'images du XXe siècle, du XXIe siècle d'ailleurs. Si on se rappelle qu'en février 2003, Colin Powell assène au Conseil de sécurité un monceau d'images satellites, toutes plus fausses les unes que les autres. Donc, on n'a pas attendu 2018 pour effectivement se retrouver face à ces situations-là, et l'utilisation manipulatrice des images n'est pas l'apanage de qui que ce soit. Ce qui a un petit peu changé, et je pense que c'est sans doute... Désolé, vous avez parlé de Colin Powell. Les images étaient une représentation de la discussion de mars. C'est que je pense comme chacun ici évalue la question du narratif et de l'importance de l'histoire, de ce qui se joue derrière la photo comme étant important. Et en même temps, c'est pas la réponse à tout. Quand on regardait le documentaire un peu plus tôt, je pensais à un débat enclenché par la photo d'Aylan, justement en France, autour de la distinction migrants-réfugiés. Cette photo d'Aylan a permis une autre de ces utilisations qui n'est pas mentionnée dans le documentaire, à tout un tas de gens de, je dirais, sanctuariser, solidifier la distinction entre les bons et les mauvais migrants, en estimant qu'on avait là, dans Aylan, un personnage qui représentait l'essence même du réfugié à laisser rentrer, au détriment de tous les autres. Et donc, on a eu beau insister, et c'était le journaliste en tout cas qui faisait cette remarque, et qui opérait ce tri entre migrants et réfugiés, revenant sur sa trajectoire, etc. En l'occurrence, le retour sur la trajectoire particulière de Aylan, et le fait qu'il fuyait le pays qu'il fuyait, qu'il est arrivé en Turquie dans les conditions dans lesquelles il est arrivé, et qu'il essayait de rejoindre l'Europe dans les conditions dans lesquelles il a essayé de rejoindre l'Europe, allait en l'occurrence à l'encontre peut-être du changement politique souhaité ou souhaitable par une partie de la population européenne. Merci. Peut-être une question. Qu'est-ce que change? On l'a évoqué tout à l'heure, ce rôle de ce qu'on appelle des photographes ou des journalistes citoyens qui prennent des photos un peu partout dans le monde avec leur smartphone, et ces photos qui vont avoir parfois des impacts très forts. Qu'est-ce que ça change pour vous, photographe professionnel? Comment vous regardez, vous, ces photos? Je pense qu'il y a, à l'évidence, un rôle qu'ils ont à jouer. S'ils sont les premiers sur place, ça n'a aucune importance que ce soit une photo prise avec un téléphone ou bien une caméra, un appareil photo jouet. On saisit des images qui ont une valeur spécifique. Mais une fois de plus, je le répète, mon rôle n'est pas d'être partout tout le temps, parce que ça c'est juste impossible. Mais là où je peux apporter une contribution et où mon rôle devrait être de fournir un contexte, c'est là la valeur ajoutée de mes photos. Je suis capable de comprendre la complexité, les nuances d'une histoire, et j'ai aussi une sensibilité par rapport à mon expérience, par rapport aux soins aussi accordés à mon travail. Il y a une
une valeur aux deux approches. Je ne pense pas que l'une des approches annule l'autre, mais parfois ce travail qu'ils font est pertinent. Et dans ce rythme rapide de consommation des images et des nouvelles, je pense qu'ils ont un rôle aussi à jouer. Merci à tous les quatre. Vous restez là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant passer la parole à la salle. Si vous avez des questions, vous nous précisez à qui vous souhaitez poser vos questions. N'hésitez pas. Là, vous avez la parole vers le micro qui circule, que je vois là-bas. Et puis là-haut aussi, je crois qu'il y a du monde là-haut. N'hésitez pas aussi. On répondra à vos questions. Bonjour. Bonjour, je ne vois pas, mais on vous entend. Allez-y. Bonjour, je suis cinéaste. J'ai travaillé dans les camps en Grèce et j'ai une question à propos du droit à publier. Parce que moi, on m'a toujours appris qu'on pouvait photographier ou filmer dans la rue n'importe qui, mais on devait avoir l'autorisation de la personne pour la publier ou publier le film. Que se passe-t-il dans un endroit privé? À ce moment-là, c'est interdit. Alors, est-ce que les camps, en Grèce, il y a plusieurs catégories de camps. Il y a les hotspots, qui sont absolument des trous noirs, interdits à la presse, parce qu'ils sont gérés par le département de l'Intérieur, et il y a les camps qui sont gérés par les municipalités. Là, c'est plus facile, on peut négocier avec la municipalité, et il y a encore une troisième catégorie qui sont les camps qui sont gérés par des ONG. Alors là, c'est au bien vouloir du directeur du camp de pouvoir entrer et de filmer. À l'intérieur du camp, c'est comme sur la place du Mollard. Il y a des gens qui acceptent, qui veulent être filmés ou photographiés, et d'autres qui refusent, qui ne veulent pas. Quelle est la juridiction, je veux dire, dans un camp de réfugiés? Aucun d'entre nous n'est avocat. Moi, je peux juste pour répondre sur le cas français. Je me suis penché sur cette question-là. On a essayé d'ailleurs de faire allusion dans le dossier de Courrier International. On a une loi en France, qui est la loi sur la liberté de la presse, et qui dit que la reproduction, et là je parle plus des images des images du Tétélane, qui explique que la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsqu'elle porte atteinte à la dignité d'une victime, et sans l'accord de cette dernière, eh bien, cette reproduction est punie. Elle est punie. Le problème, c'est que, d'une part, ça concerne que le cas français, et d'autre part, c'est assez réducteur parce que cette loi ne fait pas allusion aux victimes qui sont mortes. Donc, dans le petit cas d'Alan, la loi ne répond pas à cette question. Est-ce que vous voulez apporter un avis qui ne soit pas forcément juridique, d'ailleurs, sur le débat qui est soulevé? Oui, c'est vrai que la question est différente d'un pays à l'autre. Car aux États-Unis, c'est intéressant, c'est très, très strict. Parce que les célébrités aiment bien contrôler leur image. Et c'est pourquoi il y a des photographes qui sont arrêtés parce qu'ils sont, par exemple, en train de camper devant la maison d'Angelina Jolie. Donc, on peut voir, selon le statut social, en termes de droit à la sphère privée. Les gens qui sont tout en haut de la chaîne, par exemple Angelina Jolie, peuvent contrôler l'usage de leur image, alors que des personnes qui sont dans la misère totale, ils n'ont aucun moyen de contrôler. Ils ne contrôlent même pas leur environnement. Donc c'est une question, des questions qui se chevauchent, mais il faudrait en parler. Il faudrait parler de cette question des droits à l'image ou droit à l'image. Parce qu'il y a cette notion fondamentale de la dignité, donc il faut parler du droit à l'image. Ça devrait mettre en premier plan. Et il faudrait formaliser ces questions dans toutes les pratiques des droits de l'homme. Merci Sharon. Nous allons poursuivre une autre question dans la salle. Voilà, devant nous. Il y a un micro qui arrive. Boris Engelson,
journaliste indépendant, ici à Genève. 2 questions courtes. Un débat rarement mené dans les médias, c'est la concurrence, parfois l'inimitié entre les journalistes presse écrite et les journalistes et les photographes. Vu mon âge, mes souvenirs remontent assez loin. Je ne vais plus dans les pays dangereux, mais à l'époque, les journalistes jalousaient les photographes étaient les vedettes, mais ils étaient obsédés par le scoop, et c'était des gens qui s'intéressaient relativement peu au contexte. Vous avez eu le bon goût d'inviter des photographes qui, eux, sont presque des journalistes presse écrite, dans ce sens. Alors, est-ce que ce débat, d'abord, est-ce que les choses ont changé depuis les temps archaïques où j'avais constaté cette superficialité de baroudeur, mais jamais ouvertement discutée? Est-ce que ce problème existe toujours? Ma seconde question, si vous aviez au podium un ministre australien qui venait en montrant une photo de plage australienne où il n'y a pas de mort, sa photo ne servirait pas vraiment de preuve du fait que la politique australienne est une bonne politique. En tout cas, pas devant cet auditoire, et je pense que même devant un auditoire populiste, ça créerait un malaise. Donc, est-ce que vous ne pensez pas, alors là la question à qui veut bien la prendre, que la guerre des images est au fond une guerre asymétrique? Je vais essayer de répondre juste sur le premier point, je vous laisserai la parole après sur le deuxième. Sur le premier point, je vais vous donner un exemple très simple qui vient de mon propre journal, parce qu'après tout, chaque semaine, nous publions une double page, une photographie sur une double page. C'est un choix compliqué, difficile, qui est réalisé par l'excellent service photographie de mon journal, et auquel je participe aussi, et auquel les journalistes et je dirais les photographes, en tout cas ceux qui suivent les photographes participent. Et il y a des débats. Et je vais vous donner un exemple très précis. Il y a quelques mois, au moment des élections au Kenya, on avait décidé de publier une photo montrant le climat de violence au Kenya. Et pour cela, il y avait une photo qui était fantastique. On voyait un politique, enfin un politique, j'en sais rien, un militant dans la rue, armé d'une machette. C'était très violent, c'était une image très forte. Le journaliste qui suit chez moi le Kenya nous a expliqué qu'elle ne correspondait pas à la réalité, en tout cas la réalité de 2017. Elle correspondait peut-être davantage au moment où il y a eu la dernière campagne présidentielle et qui a été sanglante, même si celle-ci l'a aussi été. Et donc, on a eu un vrai débat, un débat comme il doit se poser dans n'importe quelle rédaction. Et on a décidé de ne pas passer cette photo. On a choisi une autre. Donc, on n'a pas privilégié, si vous voulez, la force de cette image. Mais néanmoins, ce débat, on l'a eu parce que si le photographe, est-ce que c'était un grand photographe qui avait pris cette photo, il ne l'a pas prise non plus par hasard. Donc, si vous voulez, je ne suis pas d'accord avec vous en disant il y a des photographes qui cherchent les scoops, etc. Je crois au contraire qu'on a beaucoup de photographes qui ont un travail qui travaillent sur le moyen terme, comme Moïse Saman, qui travaillent sur des projets. Comme vous voyez. Donc je pense qu'il y a de la part, il y a une grande responsabilité. Cette responsabilité, elle est partagée. Elle est aussi partagée avec cet élément qu'effectivement la presse doit se vendre, mais c'est pas pour autant. On est d'abord et avant tout journaliste. Et je pense que être journaliste, ça, les photographes le sont, c'est avant tout une sorte de responsabilité. On essaie de la définir comme on peut, mais cette responsabilité journalistique, elle passe nécessairement par la contextualisation des événements qu'on essaie de décrire à nos lecteurs. Voilà pour le premier point. Sur le deuxième point, qui était un point quasiment géopolitique, qu'est-ce qui voudrait se lancer dans une... géopolitique à cette côté, mais sur le premier, je pense aussi there's less and less of a distinction between print and. Il y a de moins en moins de distinction entre les photos imprimées et celles qui circulent sur les réseaux. Donc, un médium utilise tous les autres médias. Donc, intervention hors micro, les interprètes n'entendent pas. Je laisse... Quelqu'un voudrait répondre à la deuxième question? Les académiques. Peut-être Sharon.
Je voulais répondre à la première question. Quand vous allez essayer avec votre deuxième question. Je pense que c'est le moment de faire revenir la relation entre l'image et le texte. Il y a des livres photos qui étaient qui ont parlé de cette relation entre la photo et le texte. Par exemple, dans l'époque des droits civils, il y avait eu des collaborations entre des grands écrivains, Baldwin et d'autres photographiés. Donc, on a besoin des mots pour donner un contexte aux images. Et on peut parler aussi. Il faut juste s'assurer que, est-ce que vous avez travaillé avec des écrivains pour donner ce récit sur l'Irak? Oui, je pense que malheureusement, le budget pour travailler à long terme sur des histoires fouillées et qui fournissent un contexte, on l'a pas. L'État est l'industrie est dans un état que ne s'intéresse pas à ce genre de travail. Donc beaucoup d'entre nous doivent se détacher un peu de toutes ces histoires. Je continue à recevoir des honoraires de certains magazines, mais la plupart de mon travail se fait par des financements que je trouve autrement, par des bourses. Et ça, il faut vraiment faire la distinction. Et c'est ce qui me permet de ne pas devoir toujours être au taquet, de devoir être en concurrence pour les images, etc. Et d'être sur place au bon moment, etc. Donc, là, il y a des ressources par les prêts, des bourses, des commissions culturelles, des musées, des relations personnelles avec des collectionneurs qui souhaitent un petit peu connaître votre travail, qui vous donneront ainsi des possibilités de travailler. Donc aussi par le biais de relations avec des ONG et de trouver ces chemins détournés, c'est quelque chose que nous devons tous faire, car sinon nous n'arriverons pas à faire le travail que nous souhaitons. Je pense qu'il y a beaucoup de collaboration entre les médiums. J'aimerais ajouter quelque chose qui nous ramène à la salle, peut-être. Et ça aussi, c'est aussi... Il y a une responsabilité des consommateurs aussi lorsqu'ils utilisent ces images. Par le fait que, de façon traditionnelle, les journaux agissent comme ils le font parce qu'il y a une demande et ils l'alimentent. Mais si on arrivait à créer un appétit pour ces histoires plus fouillées, qui vont au-delà de la simple photo et de la petite légende, et vous, en tant que lecteur et consommateur, vous dites « on en veut plus », on est suffisamment éduqué pour avoir des histoires complexes, cela va en quelque sorte façonner l'industrie journalistique. C'est peut-être un peu naïf, mais je pense que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne pensez en choisissant ce que vous consommez et en mettant l'argent là où vous le souhaitez. Merci. Je vais maintenant demander à Caroline de venir nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes conservatrice au musée de l'Élysée à Lausanne. Et l'idée, justement, pour essayer de terminer ce débat, si on peut le terminer, c'est de s'interroger sur la pérennité de ces images et au fond sur la pérennité aussi peut-être de leur sens. Tout à l'heure, on a vu dans le documentaire, décidément on y revient beaucoup, et on a vu quelqu'un qui disait au fond ces images, elles nous échappent et le sens originel de ces images nous échappe. Alors qu'en est-il vraiment? Comment est-ce que ces images vont garder un sens? Est-ce qu'elles vont devenir des objets historiques? Je pense, mais ça a été relevé déjà par plusieurs personnes dans la discussion, c'est qu'on ne peut pas juger les images seulement dans l'urgence en fait de l'immédiateté. Et en même temps, elles ont besoin d'exister, ces images. Je veux dire, c'est simplement, on est pris en otage dans ce système qui veut un certain type, peut-être de registre, et un certain type de support de diffusion. Et puis après, le temps passe. Moi, j'aurais envie de parler du temps et de l'espace, c'est-à-dire, il y a la question du temps plus long. Et j'aimerais bien savoir d'ailleurs ce que chacun des intervenants en pense, c'est-à-dire il y a des images qui sont produites pour là maintenant, mais je pense aussi qu'on peut produire des images, des photographies. D'ailleurs, je rejoins Sharon Slewinski sur de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'images.
sur quel support. Ici, on a vu des images beaucoup plus grandes que ce qu'on voit d'habitude. Ça change tout dans notre rapport physique à l'image et dans l'émotion qu'elle dégage. Et puis, qu'est-ce qui se passe effectivement quand on laisse passer le temps? Il y a beaucoup de photographes qui répondent à ces questions, parce que j'aimerais aussi rappeler peut-être un autre auteur qui est très intéressant pour ce propos, c'est Luc Boltanski, un sociologue qui a parlé de la disjonction des possibilités d'information et d'action. Il parle de la souffrance à distance, et en fait, justement, ce spectacle de la souffrance qui nous coince quelque part dans le rôle du spectateur. Or, il n'y a pas juste le système des médias, il y a déjà plusieurs types de médias, il y a plusieurs systèmes de diffusion, il y a des photographes qui vont revenir sur leurs images, qui vont passer par la plateforme de diffusion du livre, qui permet de travailler en série, donc d'être pas seulement dans cette attente de l'image unique qui devrait pouvoir tout dire et pouvoir faire agir. Non, on est dans quelque chose de plus nuancé. Ça permet aussi d'avoir du texte. Il y a par exemple des photographes très connus comme Steve McCurry, qui est l'auteur de l'Afghan Girl. Vous vous souvenez peut-être de cette petite fille afghane au regard complètement halluciné. D'ailleurs, le sens, là, il s'est perdu très vite. Hein. C'est devenu une image iconique de très jolie fille, mais en fait, c'était une rescapée dans un camp de réfugiés. Et Steve McCurry revient dans un livre des années après, Untold: The Stories Behind the Photographs, et il complète en fait cette image iconique par toute une série de documents, d'images complémentaires. Il va rechercher cette petite fille qui est devenue une femme usée par la vie. Donc il y a déjà des élargissements du propos qui se font par les auteurs eux-mêmes. Il y a des tables rondes comme celle d'aujourd'hui où on essaie de contextualiser, et puis effectivement, il y a les images qui vont disparaître à un moment donné des écrans radars et revenir plus tard. Dans un musée, on a des collections. Alors on a des collections, des archives de photographes qui étaient des photographes de presse, de reportage. On a par exemple Jean Mort qui a énormément travaillé dans le contexte du CICR, du HCR, dont on va remontrer les images différemment à d'autres formats. Et là intervient justement aussi la notion d'espace, c'est-à-dire que l'espace du musée, de la galerie, mais je pense aussi à d'autres types d'espaces publics, deviennent des lieux où la relation entre le regardeur et l'image peut être une relation plus privilégiée, où il y a un temps plus long. Je vais vous donner quelques exemples très précis aussi pour étayer mon propos. Par exemple, on diffuse avec le musée de l'Élysée un petit film dans l'espace Babel, Café Babel, pardon, que vous aurez peut-être l'occasion de voir puisqu'il est diffusé pendant toute la durée du festival, où on a demandé à une artiste de revenir sur un album, qui était un album d'un ancien délégué du CICR, Georges Dessena, qui en 1920-1921 a documenté en fait les camps de transit pour tous les prisonniers qui erraient à travers l'Europe et la Russie après la Première Guerre mondiale. C'est un album privé, donc là aussi on sort du registre des seules images visibles à un certain moment donné, qui est un petit choix d'images, pour revenir à un choix d'images plus large. Et puis l'artiste, qui est une plasticienne contemporaine, Agnès Geoffrey, a choisi en fait de faire un feuilletage de cet album en complétant avec des photographies qu'elle a choisies dans nos collections, et donc en travaillant en images, en fait, à créer des sortes d'espaces de réflexion autour de la notion de réfugiés, donc de fragilité, en prenant ces tentes qu'on retrouve aujourd'hui dans l'iconographie des réfugiés, en fait, justement comme abri précaire, et en montrant la forteresse de Narva, qui était ce camp de transit, en fait, en contrebalançant justement, en mettant en contraste ces deux types d'images, avec des images de départ, de sentinelles, etc. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est par exemple des archives qui ressurgissent alors qu'ils étaient complètement oubliés. Il y a un historien français qui est tombé il y a 10 ans sur une archive par hasard, en faisant des recherches dans des archives départementales en France, sur un corpus de photographies clairement prises dans un contexte colonial, sans savoir lequel. Et il y avait des pendaisons, des hommes pendus, probablement Afrique du Nord, il n'en savait pas plus. Et en fait, il a tout de suite décidé de cheminer conjointement avec des artistes, plasticiens, avec des écrivains et un chorégraphe. Et lui, il a fait la recherche qui a permis en fait de comprendre que ces images étaient dues à un correspondant de guerre français dans le cadre de la guerre libyenne. Je trouve intéressant aussi la question de la Libye, où on est un peu à l'origine en fait de tout ce chaos actuel en Libye, au moment où l'Italie pose une option coloniale sur la Libye. Et donc en 1911-1912, cette guerre tripolitaine est documentée par plusieurs journalistes, dont un correspondant français. Et donc ces images vont ressurgir un siècle après. Donc il y a une exposition, là on est en train de préparer une publication. Et en fait les mêmes questions reviennent. C'est est-ce qu'on a le droit de montrer ces images comme ça ?
qu'est-ce que ça veut dire de les montrer, avec quel appareil critique on les accompagne. Et donc voilà, finalement le temps passe, les images s'oublient, celles qui étaient brûlantes d'actualité il y a un peu plus d'un siècle s'oublient complètement et ressurgissent avec un autre regard et une autre distance et remettent en question aussi nos problématiques actuelles. Et le troisième exemple que je voudrais donner, c'est dans le cadre d'un workshop, j'avais demandé à des plasticiens en fait de réfléchir, en fait, de créer un projet artistique autour de mémoires douloureuses. Et un des groupes d'étudiants a choisi ces images que vous avez vues certainement sur CNN, petit film de migrants vendus aux enchères. Et en fait, ils ont créé une installation, quelque chose de très simple. Ils ont projeté ces images sur une feuille dorée réfléchissante, ce qui fait que le spectateur, tout en devinant les hommes en train d'être vendus et les chiffres des ventes aux enchères, était tellement ébloui que ça faisait mal aux yeux. Donc là, je pense justement on a un paysage, une constellation à travers ces quelques exemples qui montrent que on peut réfléchir à plein de manières différentes à ces photographies, et que c'est que la multiplicité des voix, des lieux et des temporalités qui permettent, je pense, de construire une compréhension, et ce qui est finalement le but, puisque derrière toutes ces images, il y a des réalités qui sont des réalités de souffrance, qui malheureusement se répètent, et que peut-être une des choses qu'on peut faire, c'est essayer de nuancer et de construire un propos qui est un propos à plusieurs voix, avec plusieurs sensibilités et plusieurs rôles. Merci beaucoup, Caroline Reché, pour cette mise en perspective. On termine, vraiment un tout petit mot, Moïse Saman, pour terminer. Peut-être réagir à cette idée du temps long. Moi, si je vous demande comment vous voudriez qu'on regarde vos photos dans un siècle, en 2118. 2118. J'espère qu'elles auront une valeur historique. Mes photos et celles de mes collègues, c'est sur toutes ces questions qui changent notre génération. Ça, c'est en quelque sorte les fruits qu'on peut en espérer d'ici à 100 ans. Et on espère que ces images existeront dans quelques archives quelque part et que les gens y auront accès et que cela racontera l'histoire pour conserver l'histoire avec un grand H, parce que c'est important, comme c'est important dans d'autres arts que le journalisme. Mais il s'agit aussi de s'engager, que ce soit par une installation, d'enclencher un dialogue avec le public, avec vous, avec différents auteurs, différentes disciplines. Quelles que soient les façons de créer un engagement, je pense que c'est quelque chose que nous devons viser, au lieu de juste penser à cette définition étroite de ce que nous sommes censés faire. Je pense qu'il faut essayer de trouver de nouvelles définitions et de collaborer avec des personnes qui font des choses totalement différentes pour arriver à créer un produit, disons, auquel les gens peuvent adhérer de façon plus large. Merci beaucoup, Moïse Saman. Pour conclure, je voudrais faire allusion à un photographe, c'est le photographe britannique Gilles Delay, qui a été interviewé par un journal britannique et dans lequel il exprime tous ses doutes. C'est un article qu'on a repris dans ce dossier de Courrier International. Il exprime ses doutes, ces problèmes de conscience qu'il peut avoir au moment justement de prendre des photos de personnes qui sont des victimes de guerre, des victimes de conflits. Et il raconte une histoire, c'est-à-dire qu'il était en Irak auprès d'un enfant mutilé, amputé, et c'est sa mère, la mère de cet enfant, qui lui a dit quand un enfant est blessé comme ça, il faudrait que le monde le voie. Voilà, c'est aussi une autre façon aussi d'aborder peut-être ce débat, c'est-à-dire donner de l'information aussi sans nécessairement... on sait que ça va provoquer de l'émotion peut être aussi importante, mais la contextualisation, et je crois que c'est vraiment le mot qui est aujourd'hui le plus important, c'est cette nécessaire contextualisation de l'image. Merci à vous quatre, merci Caroline Reché, merci Sharon Sliwinski, merci Eba Ali, merci Michael Neumann, et merci beaucoup Moïse Saman pour votre participation à la table ronde. Je vous souhaite une excellente soirée.